Est-ce que vous voulez vous battre contre les discriminations? Attendez, une femme qui meurt tous les 2 jours. Je n'entendrai pas une minute de plus que je ne suis pas sincère dans ce combat. En déboulonnant, en arrachant l'arbre, il y a une... Ces populations ne sont pas des sauvages qui vont arriver et juste déboulonner des statues et partir. Est-ce que vous voulez construire un monde plus juste, où les minorités ne sont pas discriminées pour leur origine, leur sexe, leur point de vue sur les choses dans le monde? Et maintenant, regardez comme c'est rétrograde, tout ça, comme ça va en arrière. Ça n'a rien à voir, madame. J'ai été victime de violences policières de la part de la police belge. Ah d'accord, donc c'est votre façon d'intimider. C'est systématique, monsieur Darmanin. Je considère cela comme un acte discriminatoire à tendance raciste. Il démontre non mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Vous considérez qu'il y a un handicap à être une femme, que c'est plus difficile d'être une femme? On peut continuer. Oui, une femme. Est-ce que vous êtes woke, éveillé aux injustices sociales? Vos blagues promeuvent la haine et la discrimination, et c'est ce qui nous blesse. Vous êtes plus religieux que vous ne le pensez. En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Abonnez-vous. On parle dans cette saison de la lutte woke, une sorte de combat contre les discriminations qui invite à une vigilance sociale, une veille, d'où le terme woke, éveillé. Et donc le but de cette veille, c'est de pouvoir débusquer les injustices sociales là où elles se trouvent, notamment dans les systèmes de pouvoir, et le but étant à la fin de pouvoir donner plus de place aux minorités. Ça, c'est un petit peu ma petite définition de c'est quoi ce dont on parle quand on parle de pensée woke ou mouvement woke ou wokisme. On le voit dans plein de posts sur les réseaux sociaux, articles, grandes lois aussi gouvernementales et dans plein de mouvements sociétaux. Il y a quelque chose qui se passe, il y a cette grande tendance de bien des manières qui se révèle. La société est appelée à être plus woke, nous sommes appelés à être plus woke et non seulement ce terme ne fait pas l'unanimité, mais la manière dont ces justices sociales ou ces mouvements de justice sociale sont mis sur le devant de la scène est vraiment loin de faire l'unanimité. Dans Sagesse et Morito, on aime chercher l'essence, L', et les sens au pluriel derrière les apparences. Alors, c'est quoi l'essence du woke? C'est quoi les sens du woke, et puis d'abord d'où ça vient ce terme. On a fait quelques petites recherches, hein, les garçons, et donc on a essayé de tirer comme ça plusieurs éléments qui nous permettent de définir ce mouvement. Bon, déjà, il faut dire que ça vient d'une variante de l'anglais afro-américain. Hein, mais vous êtes vachement plus fort que moi en histoire, hein, donc vous avez le droit surtout de rentrer dans la discussion. Hein. Ouais, c'est toi la plus forte en langue ici. Hein. Toi la linguiste. Hein. Sur le papier, dans les faits, Christelle parle bilingue et il nous rend vraiment émerveillés de son accent québécois. Parce que dans cette saison, effectivement, on enregistre au Canada. Et le Canada, c'est en Amérique du Nord et c'est de là que vient d'ailleurs à la base le mouvement woke. Ça provient à l'origine d'une chanson d'Erykah Badu, Master Teacher, dans le refrain duquel elle répète « I stay woke ». En fait, le mot woke, comme tu l'as dit, ça fait partie de la langue afro-américaine. C'est-à-dire que aux États-Unis, les Afro-Américains ont parlé ce qu'on appelle un sociolecte. C'est un type de langage qui évolue dans une classe sociale. C'est une sous-catégorie de la population et qui est souvent influencée par l'anglais du sud des États-Unis. Et donc, ce terme woke, qui veut dire éveillé, vigilant, vif, alerte, exactement. Il a commencé à être utilisé dans les combats pour les droits civiques, en fait, hein, dans les années 50 et 60, et puis par après, la lutte des Black Panthers dans les années 70, pour militer pour l'inclusion des Afro-Américains dans le reste de la société américaine, avec cette idée, une double idée, en fait. Il y a une responsabilité d'être vigilant, to stay woke, c'est ça l'expression, you gotta stay woke, il faut rester éveillé, c'est-à-dire voir les injustices sociales qui se représentent toujours sous un nouveau jour, ou alors
qui sont tellement présentes dans notre environnement qu'on ne les voit pas. Donc, c'est important de réaliser ça. Et puis, vous savez, dans la culture afro-américaine, la spiritualité, comme dans toutes les cultures africaines, est très présente. Et donc, on voit l'effort du woke, c'est aussi un effort spirituel. C'est-à-dire qu'il faut être conscient du monde qui nous entoure. Et il y a une sorte de recherche personnelle, une recherche spirituelle, une recherche qui est politique aussi, de l'injustice et on dirait du péché, en fait, du mal qui existe autour de nous et qui existe en nous. C'est ça, être woke. Si on retire ça de son expression actuelle, parce que là, depuis une grosse dizaine d'années, depuis à peu près 2013-2014, pas forcément le mot woke, mais la pensée, la dynamique s'est répandue au-delà de simplement ce qu'on appelle aux États-Unis des problèmes raciaux, c'est-à-dire les problèmes d'origine ethnique, pour s'élargir à d'autres combats. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment toute une dimension de lutte politique et idéologique qui s'est surajoutée simplement à la préoccupation fondamentale, c'est-à-dire être woke, c'est être vigilant, et être conscient en fait de ce qui nous entoure. Oui, parce que du coup, aujourd'hui, vraiment, quand on va lire dans les médias woke, ou qu'on va entendre parler de combat pour la justice sociale et contre les discriminations, c'est plus seulement les discriminations racistes. Ça va être un combat finalement multiforme, qui va être représenté par des groupes comme Black Lives Matter, et donc là, vraiment un angle spécifique sur l'antiracisme et la mise en avant de minorités raciales, mais aussi aujourd'hui, le mouvement LGBTQI+, donc là c'est plus par rapport aux identités de genre et orientation sexuelle, le mouvement MeToo, là dans une lutte un petit peu féministe de prise de parole publique, donc c'est politique de bien des manières et c'est toutes les minorités maintenant qui sont incluses. Oui, exactement. Donc, alors politique ça l'a presque toujours été, comme j'explique là, depuis les années 50-60 et même plus anciennement dans l'histoire, et tu fais bien de mentionner Black Lives Matter parce que en tant que mouvement, stratégiquement, Black Lives Matter est un mouvement qui a pris le choix de l'option, ce qu'on appelle de l'intersectionnalité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est ce qu'on appelle souvent en France la convergence des luttes. C'est-à-dire qu'il y a des luttes sociales de diverses couleurs, on va dire, de diverses sortes. Et c'est cette idée que si ces différentes luttes s'associent en soi, eh bien, le chemin où la lutte pour une plus grande justice sociale sera acquise. Et ce qui est intéressant, c'est que le terme woke, il s'est un petit peu élargi, il a fait tache d'huile plus largement dans la société, parce qu'il a été un petit peu mené par Black Lives Matter, et cette vision un petit peu spirituelle, religieuse, elle a aussi déteint sur d'autres luttes politiques. J'ai une citation sur laquelle je suis tombé d'une femme qui s'appelle Patrisse Cullors. Alors, c'est pas un Patrice, c'est une Patrice, c'est écrit S-S-E. Donc tout comme nous avons ici autour de la table un Christelle, oui, voilà, et non pas une Christelle. Et exactement. Oui. Exactement. Donc, tout est possible. Donc, Patrisse Cullors a fait cette explication, qui est une des meneuses, une cofondatrice en fait de Black Lives Matter. Donc c'était quelques années après les premières grandes manifestations aux États-Unis 2013-2014 par rapport à la spiritualité. Et elle dit, je cite, « Pour moi, la recherche de la spiritualité était en grande partie liée au fait de chercher à comprendre mes propres conditions, comment ces conditions me façonnent dans ma vie quotidienne et comment je les comprends comme faisant partie d'un combat plus large, un combat pour ma vie. » Donc, vous voyez vraiment, c'est bellement dit, hein, mais vous voyez vraiment qu'il y a une connexion entre l'effort spirituel personnel, la conception du monde, presque la religion, et la lutte politique. Et c'est ça qui est un peu je pense, particulièrement puissant dans la pensée et l'activisme dit woke, c'est qu'il crée une sorte d'effet de conversion, en fait. C'est-à-dire les gens ouvre les yeux, hein. C'est un peu comme le Bouddha qui arrive à l'éveil. Il y a une sorte d'arrivée à une prise de conscience, et puis il faut continuer ce travail de prise de conscience.
C'est marrant parce que c'est un petit peu un de nos postulats dans cette saison, c'est de se dire qu'il y a vraiment quelque chose de très religieux, envers et contre tout, même si on se dit être dans une société occidentale très laïque, voire athée. Il y a quelque chose de très religieux dans pas mal de grandes tendances sociétales. Et là, en t'entendant dire cette citation de la cofondatrice de BLM, je me dis, si tu le sors du contexte, tu peux complètement te dire que c'est la défenseuse d'une certaine religion qui va parler du besoin d'éveil spirituel. Et c'est fou comment dans woke, il y a le fait d'être éveillé ou en veille contre les discriminations systémiques, etc. Mais les mêmes racines sont utilisées pour l'éveil du Bouddha, l'accès au nirvana, mais aussi les grands réveils religieux au XVIe siècle, XIXe siècle, XXe siècle, qui ont un petit peu donné des rebonds, notamment dans l'histoire du christianisme et du protestantisme. Il y a vraiment là plusieurs choses qui nous font dire on peut peut-être analyser le wokisme, la pensée woke, sous l'angle du religieux. Oui. Tu fais bien de mentionner la question des grands réveils religieux aux États-Unis. En fait, l'histoire de la religion aux États-Unis est associée à une série de grands réveils, le Great Awakening, qui se succèdent au cours de l'histoire des États-Unis. Et donc, le propre des grands réveils, c'est justement, c'est comme une traînée de poudre, c'est comme une période très intense où plusieurs personnes vont venir à la religion, à la foi, et ils vont expliquer leurs propres expériences comme un réveil, comme l'idée qu'ils dormaient auparavant, puis maintenant ils sont éveillés à une réalité spirituelle qui était invisible à leurs yeux, mais qui maintenant est déterminante. On le voit dans les cantiques comme Amazing Grace, tu sais, j'étais perdu, maintenant je suis retrouvé, j'étais aveugle, maintenant je vois. Il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après. Il y a une nouvelle manière de voir le monde qui fait en sorte qu'on ne peut plus retourner à la manière d'avant de voir le monde. Et plusieurs personnes vont dire que qu'est-ce qui se passe avec le wokisme en ce moment. Il n'y a pas juste une analogie, juste en termes du terme qui est utilisé, mais c'est vraiment le même genre de phénomène. Parce qu'il y a derrière le wokisme, pour utiliser le terme, il y a une question de voir quelque chose qui est invisible. Sauf que cette fois-ci, ce qu'on voit, c'est pas Dieu, c'est pas sa propre misère, son propre péché, c'est pas le salut qui est offert en Christ, mais c'est non seulement les injustices sociales, mais le système caché qui perpétue les injustices sociales. Et une fois qu'on voit ce système caché-là, là, on ne peut plus se fermer les yeux et on a un devoir d'être, soit de combattre contre ou d'être allié avec les groupes qui combattent contre ce système-là. D'ailleurs, vu qu'on était en train de chercher des définitions de cette pensée woke, ce mouvement woke ou le wokisme, je suis tombée sur une de Laura Roy, qui est une universitaire américaine, spécialiste justement des questions d'intersectionnalité, comme tu en parlais, donc la convergence de différentes luttes sociales, notamment raciales, de genre, etc. Et voilà comment elle définit ce qu'est être woke. C'est avoir une conscience aiguë de l'injustice raciale et sociale. Pas seulement la conscience et la reconnaissance d'incidents isolés. Il ne s'agit pas juste de dire « Oh, il s'est passé ça, il y a eu le meurtre de George Floyd et c'est terrible. » Effectivement, c'est vrai. Non. C'est aller encore plus loin. C'est avoir la compréhension plus globale du racisme systémique et institutionnel. Encore une fois, là, elle met l'accent sur le racisme parce que c'est de là où vient en fait la pensée woke. C'est vraiment la lutte contre les discriminations raciales. Et après, et ça rejoint ce que tu disais, elle dit qu'être woke, c'est la première étape pour devenir un allié dans la lutte contre le racisme systémique. Et là, elle parle des Blancs, elle-même étant caucasienne. Les alliés blancs devraient s'efforcer d'être suffisamment éveillés, woke, pour ne pas s'appeler eux-mêmes éveillés, woke. Bah oui, parce qu'ils ne sont pas blancs. Donc ils ont la conscience de faire partie du problème. Ils ont la conscience de faire partie de ce système qui perpétue les injustices. Et donc, ils doivent plutôt s'efforcer d'incarner cet état de conscience, là encore, conscience, éveil, etc., en travaillant côte à côte avec les personnes de couleur. En somme, elle conclut, être dans un état perpétuel d'apprentissage
et être suffisamment woke pour savoir qu'on n'est jamais assez woke. C'est ce qu'on appellerait la sanctification progressive dans des catégories, dans un langage qui est théologique chrétien. Oui, c'est intéressant hein, parce que là, on retrouve des réalités. Moi, ça me titille en fait d'entendre ça. Je dirais sur le plan intellectuel, je pense qu'on voit quelque chose qui se dessine là. Pourquoi ? Parce que il existe une réalité invisible. Et dans cette réalité invisible, il y a un problème, c'est-à-dire le système. Hein Alors le système, c'est difficile à définir véritablement, mais on sait qu'il est là, tu vois. Donc c'est un peu comme je sais pas, l'existence de Dieu ou d'un monde spirituel dans la plupart des spiritualités. C'est-à-dire qu'il existe quelque chose d'invisible qui a une influence sur nous. Et on a tous responsabilité de prendre conscience. Donc il y a un moment de... c'est fabuleux parce que le terme conversion, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est faire demi-tour sur soi-même, c'est-à-dire changer de direction. Hein. Et là, tout à coup, on réalise qu'il y a de l'injustice dans le système et on fait demi-tour dans notre marche pour prendre le juste chemin, celui de la lutte. Et donc, il y a une sorte de type de comportement, de style de vie à adopter. Hein, c'est ce qu'on entend dans la définition de Laura Roy, là. Il y a un style de vie à apporter qui va affecter notre façon de réfléchir. C'est-à-dire que si moi je suis blanc et caucasien, ce que je ne suis pas, si je suis blanc et caucasien, je ne vais pas m'appeler woke moi-même parce que ce serait perpétuer je ne dis pas que je suis d'accord, en tout cas c'est comme ça qu'elle le voit, ce serait perpétuer une sorte d'injustice. Donc il y a une conscience morale, un type de comportement, de style de vie à adopter, et cette marche, ce style de vie, il va vers un absolu, un principe premier, un principe suprême, qui est celui qu'on appellera de la justice intégrale. C'est-à-dire on veut que le système devienne juste, ou on va abattre le système injuste pour instaurer un système juste, parce que la valeur suprême, c'est la justice intégrale, une sorte de culte de la justice intégrale. Et c'est intéressant parce qu'en t'écoutant finalement parler de la lutte raciale en ces termes, donc avec cet angle woke, on peut vraiment entendre un accent sur certains mots ou certains concepts très très religieux. Et donc ça va avec la thèse qu'on vous pose à vous les auditeurs. Mais c'est pas que pour la lutte raciale. Dans une saison précédente, on a eu la chance énorme d'interviewer Tom Holland, qui n'est pas l'acteur de Spider-Man. C'est magnifique d'avoir deux personnes célèbres avec le même nom. Lui, il est célèbre parce que c'est un historien et un écrivain, et il a écrit un immense bouquin qui s'appelle Les Chrétiens et qui explique comment dans notre société laïque et parfois prédominamment athée dans le débat public, tout provient du christianisme. Nos grandes avancées culturelles, je schématise, mais voilà, le bouquin fait 600 pages, donc je suis un peu obligée d'être lapidaire. Mais il a tout un chapitre où il parle du mouvement woke. Et il va donc pas seulement parler du combat de justice sociale pour l'égalité des personnes de différentes origines ethniques, il va aussi parler de la vague MeToo. Et au départ, moi, quand je dis ça, je me dis, attends, c'est quoi le rapport ? Qu'est-ce qu'il cherche à dire là ? MeToo, woke, christianisme, religieux. Et en fait, c'est assez fou que quand tu le vois décrire le mouvement MeToo, on dirait un mouvement religieux. Il dit que c'est comme l'appel à un grand réveil. Même chose. Il s'agit d'être éveillé à énormément d'injustices. Le fait que beaucoup d'hommes puissants, patrons ou autres, harcèlent et agressent sexuellement des femmes avec lesquelles ils travaillent. Mais il y a aussi un appel à la repentance de ces hommes qui ont du coup perpétué ces agressions, ce harcèlement, et avec le hashtag MeToo qui a été viral, ou balance ton porc, etc., sur les réseaux sociaux. Ça te fait rire, la traduction? Ouais, la traduction balance ton porc, c'est quand même... c'est très imagé. C'est clairement imagé. Ce sera pour un autre épisode. En tout cas, en faisant cette humiliation publique de ces hommes qui ont été les agresseurs, il y avait un appel à ce qu'ils se repentent, c'est-à-dire qu'ils changent leur comportement, qu'ils s'excusent publiquement, ou sinon il y avait un appel au boycott de leur personne
leur production artistique ou autre. Et donc non seulement dans le mouvement MeToo, il y a cet appel au grand réveil, #MeToo partout, et cet appel à la repentance des hommes qui ont été attaqués, mais en plus tout ça se base sur l'enseignement résolument chrétien, c'est ce que dit l'auteur, que le corps de la femme lui appartient et que la sexualité doit être vécue dans le consentement. Que déjà ça, c'est un postulat de base qui n'est pas en fait si évident que ça. On parle souvent de toutes les choses qu'on prend pour acquises, comme les droits de l'homme et du citoyen, l'égalité homme-femme ou je ne sais pas quoi, et qui en fait ont été des enseignements du christianisme et que ça a fait une vraie révolution dans le monde entier. Et qui aujourd'hui sont devenus des évidences acceptées par tout le monde. Exactement, et qui aujourd'hui sont on l'espère en tout cas, pleinement acceptées par tout le monde. Mais donc il y voit comme ça plusieurs niveaux d'interprétation qui font de ce mouvement quelque chose de presque très très religieux. Presque très très religieux. Oui, parce que si je dis que très très religieux, peut-être que ça c'est pas absolutiste quoi, mais il y a beaucoup de similitudes. Non, en fait sa thèse particulière, c'est surtout dans ce chapitre-là qui est à la fin de son immense ouvrage où justement il passe un chapitre par siècle du christianisme, c'est qu'il explique que les positions de part et d'autre des débats sont des discussions, des débats théologiques qui ont lieu parfois 8, 10, 12 siècles auparavant, puis on s'en sort pas, on sort pas de la religion. Ceci étant dit, il y a un prof de l'Université de Montréal, Frédéric Dejean, en sciences des religions, qui a écrit une chronique, là, un texte d'opinion dans Le Devoir récemment, où il met quand même en garde les lecteurs des raccourcis trop faciles entre wokisme et religion. D'accord. Surtout au Québec, où la religion a souvent une très mauvaise connotation. Certains chroniqueurs vont dire les woke, c'est les nouveaux curés, c'est la nouvelle religion, un nouvel ordre dogmatique et doctrinal qui vient remplacer l'ancienne religion. Puis, donc, à quelque part, c'est comme, la religion, c'est mal, le wokisme a des parallèles avec le religieux, donc le wokisme, c'est mal. Et donc, il va dire, et je cite, il apparaît donc que la comparaison avec la religion est le symptôme d'une sorte de paresse intellectuelle qui exonère l'observateur de toute approche empirique fine. Par ailleurs, elle remplit une fonction rhétorique où la comparaison avec la religion n'a pas tant pour fonction d'informer que de dénoncer ou de condamner. Et là-dessus, je pense, il a tout à fait raison, il faut faire attention entre les raccourcis trop faciles entre religion et wokisme. Le wokisme n'est pas une religion formelle. De l'autre côté, je veux dire, quand nous, on analyse le wokisme sous l'angle religieux, on le fait d'une perspective où on est très favorable à la religion. Pour nous, c'est pas un raccourci facile où est-ce qu'on tente de dénoncer. Moi, ma formation, je veux dire, j'ai une maîtrise en sciences politiques, en théorie politique. J'en ai une, ou en tout cas sur le point d'avoir une en théologie. Je veux dire, c'est pas gratuit non plus quand on fait des parallèles entre l'un et l'autre, puis on voit quand même une certaine mécanique similaire. Il y a des choses, même de mon expérience personnelle de la vie religieuse, il y a des parallèles qui sont très précis et très intéressants. Raymond Aron appellerait ce phénomène-là une sorte de religion séculière. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis déjà, qui c'est Raymond Aron? Raymond Aron, c'est un philosophe français. Et la question de la religion séculière, dans le fond, l'idée, c'est de dire il y a certaines pensées séculières, c'est-à-dire des pensées qui seraient considérées comme non religieuses, mais qui ont la forme, justement, qui ont la forme de religion. Je donne un exemple. On parlait tout à l'heure de la question de l'éveil. Il y a un parallèle au niveau de l'éveil, de rendre visible un monde qui était invisible pour nous. Un autre parallèle qui existe, c'est au niveau de la confession de foi. Ici, je ne sais pas comment ça a été en France, mais récemment, on dirait qu'il y avait une insistance pour la confession du racisme systémique. Tu sais, dans la définition que tu as donnée, on disait, OK, c'est pas simplement d'admettre qu'il y a des incidents racistes ou discriminatoires isolés, c'est d'admettre que le système politique, le système économique, ici, est conçu
pour produire du racisme. Donc, c'est ce qu'on entend par racisme systémique. Et souvent, dans le fond, les journalistes ou les gens demandaient au premier ministre, demandaient à des politiciens, est-ce que vous confessez, est-ce que vous croyez dans le racisme systémique? Une formule qui me fait penser à la formule catholique là, autour du baptême. Là. Est-ce que vous renoncez à Satan? Ou est-ce que vous confessez que Jésus-Christ est Seigneur? Ou dans l'islam, là, où il y a une confession de foi. Il y a d'autres analogies là, dans le wokisme qui sont très, très proches du religieux. Donc, c'est pas simplement de critiquer la forme, mais de vraiment dire, bon, on a une confession, on a une notion de monde invisible, on a une notion de péché. Et tout à l'heure, Christelle, tu parlais d'une sorte d'adhésion à une divinité ou des divinités, ou en tout cas un principe suprême qui gouverne le monde. Tu voudrais bien élaborer un peu dessus ? Oui, et c'est quelque chose à laquelle on touche en fait sous divers angles dans cette saison. Hein. C'est-à-dire que c'est important de se rendre compte qu'on a tous en fait des hiérarchies de valeurs. Et dans nos systèmes de croyances, il y a certains principes qui ont des valeurs supérieures aux autres. C'est vrai que ça peut prêter à confusion. Alors déjà, d'un côté, je suis d'accord avec toi, Jean-Christophe, en tout cas, partiellement avec ce que dit Frédéric Dejean, là, cet intellectuel québécois, c'est que parfois le discours anti-woke est utilisé comme raccourci rhétorique pour dire on ne faut pas s'occuper de ce genre de choses. Et même, je me souviens des commentateurs français qui parlaient d'un retour du puritanisme, etc. Et le puritanisme, en France en tout cas, c'est très péjoratif. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention. Il ne faut pas nier l'existence de phénomènes. Mais de l'autre côté, il faut aussi réaliser qu'il n'y a rien qui est neutre, en fait. Parmi les gens qui nous écoutent, il n'y a personne qui est neutre. Toujours, tout le monde a une sorte de hiérarchie de valeurs. Et c'est important de se poser la question, dans mon système de croyances, des choses auxquelles je crois, qu'est-ce qui occupe la valeur suprême? Et ce qu'on observe, en tout cas dans le mouvement et la pensée woke, c'est que le principe de la justice partout, toujours et tout le temps, donc ce que moi j'appellerais justice intégrale, occupe le haut du podium. Alors maintenant, la justice, elle est définie d'une certaine manière. Et ça aussi, c'est influencé par il y a une vue philosophique là-dessus. Elle est définie par les résultats et non pas l'opportunité. Par exemple. Donc ça, c'est un sujet, Léa, vers lequel on pourra se tourner. Hein. C'est-à-dire, c'est quoi les influences philosophiques sur la façon dont pas que le mouvement woke, en fait, beaucoup de gens aujourd'hui définissent cette valeur suprême. C'est un peu gros comme ça de dire oui, c'est la divinité parce que bon, voilà, il n'y a pas de temple érigé à la justice, il n'y a pas de messe ou de cérémonie religieuse, il n'y a pas de jour de congé pour la sainte justice, etc. Mais quand même, ça a quand même des propriétés parce que la divinité est particulièrement dans le monde occidental, qui a été marqué par le christianisme. Le christianisme est une religion monothéiste, c'est-à-dire on reconnaît un Dieu. En fait, c'est la reconnaissance qu'il existe, en fait, la réalité ultime. Oui, Dieu est la réalité ultime, c'est le principe suprême des principes suprêmes, avec la particularité du christianisme qui est de dire ce Dieu, il a une personnalité, c'est-à-dire qu'il peut communiquer, il peut se révéler, il invite à une relation. Alors, ici, on parle plutôt si on utilise le mot divinité, une divinité qui est séculière, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de personnalité, c'est plus une notion, un principe abstrait, mais ça joue le rôle, en fait, d'une divinité. Alors, c'est peut-être pas le Dieu suprême de notre âge, mais voilà, c'est vraiment un principe suprême dans ce mouvement-là. Et puis, c'est un ensemble de valeurs qui font le même office, parce que ça vient en haut de cette hiérarchie de valeurs, mais il y a aussi toute une morale qui vient avec, l'accent sur la liberté, l'humanisme, je pensais aussi l'activisme, parce que on le disait tout à l'heure dans la définition de ce grand mouvement sociétal, c'est pas juste reconnaître qu'il y a quelque chose, c'est s'engager, devenir allié de ces personnes ou minorités discriminées. C'est vraiment s'engager dans un militantisme, en fait, et puis une certaine critique des systèmes. Tout ça
au nom de la justice sociale, mais ça vient avec tout un tas de pratiques, c'est tout un tas un certain langage aussi. Justement, on parle pas de personnes noires ou métisses, ou on parle de personnes racisées de plus en plus. On le voit dans le discours. Après, voilà. On a des dogmes, on a un vocabulaire particulier, on a un groupe qui est à l'intérieur puis à l'extérieur, on a des intercesseurs ou un clergé à quelque part. On a des martyrs aussi. On a des martyrs, on a des icônes, on a des saints. Et donc, bon, sans aller jusqu'à dire que, certainement, le wokisme n'est pas une religion formelle comme le catholicisme l'est, mais à quelque part, toutes les religions ont été une proto-religion à un certain moment donné. Et il y a comme une formalisation de certains rituels, de certains dogmes qui semblent être en train de s'opérer. Ouais. Et ça, je pense que c'est peut-être une clé de lecture qu'on voudrait aussi laisser aux auditeurs. La prochaine fois que vous prenez un journal ou tombez sur un post et que ça a cet accent de militantisme pour la justice sociale, on vous invite aussi à chercher à regarder où se trouve un petit peu la construction presque religieuse ou en tout cas cultuelle de ce mouvement culturel. Mais tout ça vient pas de nulle part. Je veux dire, il s'agirait pas du tout de suggérer que on a laissé tomber le dieu du christianisme et du coup il nous fallait une autre religion. Allez, on s'est dit ça va être la justice sociale et on va devenir woke. Évidemment. Il y a pas de conspiration. Non, c'est ça. Mais de l'autre côté, il y a un besoin fondamental. Je veux dire, si tu as cette je veux dire, il y a aucune culture qui a pas de religion, qui n'a pas de foi, qui n'a pas de système de croyance. Donc, si tu enlèves un système de croyance, c'est certain que tu vas remplir ce vide-là par un autre système de croyance. Puis, c'est pas accidentel que le wokisme américain reprenne beaucoup de schémas de croyances ou de schémas religieux qui se rapprochent beaucoup du protestantisme évangélique américain et pas, par exemple, du taoïsme qu'on retrouve en Chine ou de l'hindouisme. On a vraiment je veux dire, on en parle, le wokisme, cette idée-là de réveil religieux, de confession des péchés, de confession de foi, de saints, même quand on repense à George Floyd, toute l'iconographie qui a suivi, c'est une iconographie qui reprend l'iconographie chrétienne et pas l'iconographie hindouiste ou quoi que ce soit. Oui, j'ai trouvé ça assez frappant. Dans la ville de Bruxelles, j'en ai vu. Il y a des grandes fresques. Et c'est vrai qu'une fois que tu observes ça, moi j'étais à la manif BLM à Bruxelles lorsqu'elle a eu lieu, mais quand j'ai vu des images de George Floyd, ça m'a un petit peu saisi. Je me suis dit, c'est pas rien en fait de représenter de façon glorieuse un individu qui est mis en exemple comme une référence à partir de laquelle ma vie doit être influencée. Ouais. En religion, on parle souvent de orthodoxie et orthopraxie. Donc, orthodoxie, c'est avoir les croyances justes, le fait qu'il y a un système et qu'il y a de l'injustice dans le système, des croyances au sujet des rapports entre les origines ethniques, les sexes, etc. Et puis l'orthopraxie. L'orthopraxie, c'est comment tu vis correctement. Et clairement, la pensée, le mouvement woke se détache un petit peu de beaucoup de luttes sociales par le passé, qui étaient plutôt des luttes d'accomplissement politique. C'est-à-dire, on veut que telle loi change, ou que telle institution soit mise en place. Là, ça s'adresse beaucoup plus à l'individu. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui dit comment je dois vivre. Et ça me rappelle une autrice dont j'ai lu le livre sur le féminisme et la pop culture il n'y a pas très longtemps. Elle s'appelle Jennifer Padjemi. Elle disait justement que la lutte pour la justice sociale, alors à aucun moment elle parle de woke, mais c'est cette idée de ce mouvement pour la justice intégrale, c'était vraiment l'affaire de tous. Et elle mettait en exergue le fait que beaucoup de minorités, justement parce qu'elles sont des minorités et qu'elles ont été ou sont encore discriminées, elles ont de fait moins le droit à la parole. C'est des minorités raciales, c'est des minorités sexuelles, la liste peut s'agrandir, mais l'idée c'est que avec cette conscience d'injustice systémique, etc.,
on essaye de renverser le système de parole et de se dire, mais puisqu'il y a toujours un seul type de personne qui a la parole, qui est vue sur les médias, qui est reconnue, qui est acceptée, et que les autres, c'est pas le cas, et par les réseaux sociaux, par la culture populaire, par des pratiques que chacun peut avoir, même s'ils sont à l'autre bout de la chaîne alimentaire politique, on arrive à cette justice sociale. Et ce que j'essaye de dire, c'est que justement, ça met un poids très fort sur l'accent individuel. C'est qu'est-ce que tu postes sur les réseaux sociaux, comment t'en parles, avec quel autre groupe tu te lis, ou au contraire, avec quel autre groupe tu te distances. Et c'est la justice sociale de tout un chacun. Ça reprend des formes, des fois abusives, qu'on trouve dans certains groupes religieux. Je veux dire, des fois, il y a des dérives sectaires, puis on voit ces dérives-là dans l'orthopraxie, si on veut. Wow. Moi, une des choses que je trouve particulièrement intéressante d'un angle politique, c'est aussi dans la consolidation de ce système idéologique ou de cette religion séculière, c'est une des choses nouvelles, un des éléments nouveaux, c'est l'institutionnalisation du mouvement. C'est-à-dire que c'est plus juste comme un mouvement d'idées ou une idéologie, mais une idéologie qui commence à s'intégrer ou à être soutenu par des institutions. Certains commentateurs vont appeler ça le capitalisme éveillé, comme on a vu dernièrement avec, par exemple, George Floyd ou Black Lives Matter. Plusieurs entreprises, tout d'un coup, changeaient leur logo, puis prononcer leur soutien à ce mouvement-là en particulier. Ou poster un carré noir sur les réseaux sociaux, par exemple. Poster un carré noir. Quand c'est le mois de la fierté gay, ben là, plusieurs LGBT. compagnies LGBT, plusieurs compagnies occidentales vont afficher leur position par rapport à une situation sociale. Et là, est-ce que c'est mal en soi? C'est pas mal en soi, mais c'est nouveau. C'est nouveau que ce mouvement-là ou ces mouvements-là soient soutenus par des institutions. Parce que tout mouvement religieux doit, à quelque part, à un moment donné, être formalisé. Donc, pour moi, c'est ça que je trouve intéressant. Et donc, là, une formalisation où tu as une alliance entre un mode d'exploitation économique qui est capitaliste et un ensemble de valeurs qui... certains critiques qui font partie des mouvements woke vont dire, écoute, là, on est en train de se faire récupérer par des grandes entreprises, par le grand capital, pour justifier, dans le fond, leur exploitation. Donc, c'est pour ça que toute la question, par exemple, des DEI, là, en français, c'est diversité, équité et inclusion. Donc, DEI, des départements à l'intérieur de grandes entreprises, des coordonnateurs à l'intérieur de grandes entreprises qui vont s'assurer que les politiques de l'entreprise, les systèmes peut-être cachés qui pourraient discriminer, soient corrigés. Moi, je trouve ça super intéressant parce qu'en particulier, avec ma formation où je travaille dans le domaine religieux puis j'ai une formation en théorie politique, 90% de mes offres d'emploi LinkedIn suggérées, c'est dans des postes comme ça. Puis des postes de RSE, en fait, responsabilité sociétale des entreprises. Ouais. On avait commencé cet épisode en disant vous êtes plus religieux que vous le pensez. Je ne sais pas où vous en êtes, vous qui nous écoutez, dans cette réflexion sur la pensée woke, le mouvement woke, le wokisme. On a encore tellement de choses à dire qu'on a décidé de couper ici cette conversation et de la poursuivre dans l'épisode prochain. Donc si vous avez envie d'en entendre plus sur le capitalisme éveillé, sur pourquoi en fait quand on est dans la justice sociale vachement religieux et aussi d'où ça vient en fait, où sont les racines même intellectuelles de tout ça, culturelles et tout ce qu'on a pu concocter tous ensemble dans nos recherches, retrouvez-nous dans le prochain épisode de Sagesse et Morito. It is like a finger pointing away to the moon. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. 3 manières pour soutenir le podcast. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et mettez un pouce bleu là, en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.